Merci à vous de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce 25 octobre sur A12. Voici les titres de l'actualité. Kherson sous pression face à l'avancée de l'armée ukrainienne. Les autorités illégales installées par Moscou accentuent la pression pour un départ rapide des populations. En France, l'opposition a échoué dans sa tentative de faire adopter une motion de censure contre le gouvernement. Elisabeth Borne vient donc de réussir son passage en force avec le 49.3 pour l'adoption du budget 2023. Et en Grande-Bretagne, l'ex-chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, prend la tête du gouvernement britannique en remplacement de Liz Truss. Les détails en cours d'édition. Première escale de ce journal, la ville de Kherson dans le sud-est de l'Ukraine. Les autorités d'occupation russes intensifient la pression sur les habitants qu'ils souhaitent voir quitter la ville au plus tôt en raison des actions militaires imminentes en cours de préparation. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes continuent de grignoter du terrain dans la région. À la tombée de la nuit dans les rues de Kiev, les sources de lumière se font de plus en plus rares. Certains quartiers sont plongés dans l'obscurité presque totale. Plus d'électricité dans cet immeuble, par exemple. C'est le deuxième jour consécutif que cet habitant subit des coupures. On a éteint le réfrigérateur pour économiser l'électricité. Les habitants obligés de s'adapter aux mesures d'économie d'énergie. On utilise le balcon. Regardez, pour garder les produits au frais. Chez certains voisins, la lumière est toujours allumée. La mairie de Kiev a instauré des coupures tournantes de 4 heures. Le chauffage central aussi est rationné alors que la température dehors frôle déjà les 0 degrés. On a beaucoup de couvertures pour l'hiver. Quand il fait froid, on met des habits bien chauds à la maison. C'est sûr qu'on n'est plus en t-shirt chez nous. Jusqu'à ce qu'il fasse moins 10 ou moins 15 degrés, il faudra bien qu'on tienne. Pendant l'hiver, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 20 degrés. 30% des infrastructures énergétiques ont été détruites. L'armée russe concentre ses frappes contre les centrales ukrainiennes. Résultat, le pays manque aujourd'hui d'électricité. Sans parler du réseau de distribution très endommagé dans les zones directement concernées par les combats, comme ici à Irpin. Dans cette ville de la banlieue de Kiev, les affrontements se sont pourtant terminés en avril dernier. Aujourd'hui, on va s'occuper des câbles. On doit réparer 2 lignes électriques. 7 mois plus tard, le réseau n'est pas complètement rétabli. Le rythme des destructions est impossible à suivre. Même les sièges des entreprises énergétiques sont devenus des cibles pour l'armée russe. Comme vous le voyez, la majorité des employés préfèrent le télétravail et l'entreprise leur permet de le faire parce qu'on pense que c'est plus sûr qu'ils travaillent chez eux. La principale entreprise privée du secteur essaye de faire face, mais d'après son PDG, les mesures d'économie d'énergie ne suffisent pas. L'Ukraine a besoin d'aide, de matériel pour réparer ses installations et d'armes pour les protéger. Le problème le plus important, c'est qu'on n'a pas assez de défense antiaérienne. C'est le seul moyen pour nous de stabiliser la situation et de protéger nos infrastructures. Et le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui est arrivé ce mardi à Kiev pour une visite surprise, il y a réaffirmé la solidarité de l'Allemagne envers l'Ukraine, alors que sur le théâtre des opérations, les affrontements se poursuivent comme à Melitopol, dans l'oblast de Zaporizhzhia, où un bâtiment a été pilonné en matinée. Visite surprise pour le président allemand en Ukraine. Frank-Walter Steinmeier est arrivé ce matin à Kiev. C'est la première visite du dirigeant allemand depuis que la Russie a envahi le pays le 24 février dernier. Un déplacement en marque de soutien aux Ukrainiens. Depuis 8 mois, la Russie mène une guerre d'agression brutale contre l'Ukraine en violation du droit international. Il était important pour moi d'adresser un signe de solidarité aux Ukrainiens, surtout maintenant dans cette phase d'attaque aérienne avec des drones. J'attends avec impatience les discussions politiques avec le président Zelensky. Dans le même temps, à Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, accueillent de nombreux participants à la conférence de reconstruction de l'Ukraine. Objectif principal, créer un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle. Lors de cette conférence, le président ukrainien a appelé au soutien de la communauté internationale pour permettre au pays de boucler son budget l'an prochain. La couverture du déficit budgétaire est estimée à 38 milliards de dollars. Mais à ce jour, son pays n'aurait encore rien reçu. Selon Kiev, la Russie aurait par ailleurs détruit plus d'un tiers du secteur énergétique ukrainien.
Sur le terrain, la tension ne faiblit pas. Ce mardi, dans le sud-est de l'Ukraine, une forte explosion s'est produite à Melitopol, tout près d'un bâtiment abritant une chaîne de télévision et une radio pro-russe. 5 personnes ont été légèrement blessées. La ville de Melitopol, située dans la région de Zaporijjia, a été annexée en septembre par la Russie, avec 3 autres régions ukrainiennes, celles de Donetsk, de Lugansk et de Kherson. Le pape François et le président Emmanuel Macron se sont rencontrés hier lundi au Vatican pour la 3e fois. Les 2 personnalités ont échangé sur les conditions de retour de la paix en Ukraine. Ce sera un entretien clairement amical. C'est la première rencontre depuis la réélection d'Emmanuel Macron. 3e audience depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017. Elle intervient moins d'1 an après la dernière audience au Vatican avec Emmanuel Macron. Cette fois-ci, au menu des discussions, il y aura clairement la situation internationale, la guerre en Ukraine, les menaces nucléaires russes, mais aussi d'autres dossiers comme le climat, l'accueil des réfugiés ou probablement la question de la fin de vie. On sait que Paris s'apprête à lancer une convention citoyenne alors que le pape François, lui, s'oppose à l'euthanasie. À l'issue de la rencontre, Emmanuel Macron rencontrera le secrétaire d'État du Vatican. Le Parlement français a rejeté largement ce lundi la motion de censure déposée par l'opposition contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Le premier volet du budget 2023 a finalement été adopté hier avec l'article 49.3 de la Constitution. En France, l'Assemblée nationale a rejeté 2 motions de censure sur le budget 2023 malgré l'annonce surprise d'un soutien de l'extrême droite au texte de la gauche, la NUPES. Une alliance dénoncée par Elisabeth Borne. N'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. 2 motions de censure ont été déposées. La première, issue des rangs de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, enchaîne les excès et les contre-vérités. La seconde motion de censure, présentée par le Rassemblement national, dissimule mal derrière l'apparence de sérieux le simplisme, l'outrance et des fondamentaux idéologiques qui n'ont pas bougé depuis 50 ans. Ces motions répondent à l'article 49.3 de la Constitution, activé à 2 reprises, mercredi et jeudi, par la Première ministre, pour faire passer sans vote les parties recettes du projet de loi de finances et de financement de la Sécu. En l'absence de majorité absolue pour les macronistes à l'Assemblée, ces 2 49.3 sont probablement les premiers d'une longue série durant cet automne budgétaire. Le recours massif qui promet d'y être fait témoigne non seulement d'une faiblesse du pouvoir, mais surtout d'une incapacité à fédérer, à accepter de soumettre l'action publique à l'écoute et à l'échange. En somme, une inaptitude à jouer le jeu démocratique. Les 2 votes valent adoption en première lecture du volet recettes du budget 2023. Le Rassemblement national comme la NUPES ont décrit une atmosphère de fin de règne avec le recours au 49.3. En Grande-Bretagne, Rishi Sunak succède à Liz Truss au poste de Premier ministre après un vote hier, 24 octobre, au sein du Parti conservateur. Il devient ainsi le premier Britannique issu de l'immigration à diriger la Grande-Bretagne. Cette semaine, après avoir été battu par Liz Truss, Rishi Sunak prend sa revanche. Il accède ce lundi au poste de Premier ministre britannique. L'ancien ministre des Finances est le seul député conservateur à avoir obtenu plus de 100 parrainages de ses pairs, nécessaires pour entrer dans la course. Sa rivale, la ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordaunt, n'en a pas rassemblé suffisamment pour pouvoir le concurrencer et organiser un vote. Quant à l'ex-premier ministre Boris Johnson, il a renoncé dimanche à se présenter après l'avoir envisagé dans un premier temps. Poussé à la démission en juillet dernier après une série de scandales, il a finalement estimé qu'il serait difficile d'unir derrière lui les conservateurs. Tout comme pour Liz Truss, de nombreux défis attendent désormais Rishi Sunak. Il aura la lourde tâche de faire sortir le Royaume-Uni de la crise économique et sociale qu'il traverse.
Notre tour du monde de l'actualité nous conduit à présent à Enes, dans le nord-ouest de la Turquie. Grâce au projet Treasure financé par l'Union européenne, des jeunes apprenants ont l'occasion de découvrir la richesse du patrimoine de la mer Noire. Incursion dans le musée sous-marin réalisé. Pour ce faire, le reportage est signé Euronews. Aux côtés de la Bulgarie, de la Moldavie et de la Roumanie, la Turquie fait partie des bénéficiaires du projet européen Treasure, qui contribue à mieux faire connaître les trésors culturels des bords de la mer Noire et de la mer Égée. L'initiative a permis à la ville turque d'Enes d'ouvrir un musée antique sous-marin et un centre culturel et sportif. Sur place, différentes activités sont proposées aux adultes et aux enfants, notamment des cours d'Ebru, l'art traditionnel turc du papier marbré. La coordinatrice du projet à Enes nous explique en quoi il a consisté sur place ces 2 dernières années. Dans les premières années du projet, ou plutôt dans la première année et demie, nous avons délivré un enseignement gratuit. C'était comme une école ici. On a aussi proposé des activités de canoë, des cours de fitness, de pilates et de plongée. Et je pense que plus de 120 personnes ont eu accès à ces activités. L'hiver suivant, on a donné des cours pour tous les publics, des cours de piano, de violon et de balama. Ce centre représente une grande chance pour les habitants d'Enes. Ils y trouvent une opportunité d'accéder à ce type d'enseignement, que ce soit pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Enfin, dans l'actualité africaine, après son acquittement l'an dernier par la justice internationale, Charles Blé Goudé, ancien ministre de Laurent Gbagbo et président du COJEP, a annoncé qu'il rentrerait en Côte d'Ivoire le 26 novembre prochain, ce après qu'un accord a été trouvé avec le pouvoir sur les conditions de son retour. C'est un retour que ses partisans ici attendent avec impatience et dont ils ont célébré l'annonce avec du champagne. Charles Blé Goudé reviendra en Côte d'Ivoire dans un mois, le 26 novembre prochain, après plus de 10 années d'absence, dont 5 en prison à la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé y a finalement été acquitté pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts. Il était à l'époque l'un des piliers du gouvernement de l'ancien président Laurent Gbagbo en tant que ministre de la Jeunesse et leader des jeunes patriotes. En revanche, ici en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a bien été condamné à 20 ans de prison, mais son parti, le COJEP, l'assure, il ne sera pas arrêté à sa descente de l'avion car son retour se fait en accord avec les autorités ivoiriennes. Les membres de son parti ont d'ailleurs rencontré ce lundi le chef de cabinet de l'actuel président Alassane Ouattara et celui-ci a souhaité à Charles Blé Goudé une bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Depuis son acquittement, Charles Blé Goudé se dit dans un esprit de réconciliation. Il a officiellement demandé pardon aux victimes de la crise. Pour autant, pas question d'abandonner la politique, même si une question se pose toujours. Quelles seront ses relations avec son ancien mentor Laurent Gbagbo? Car ces relations se sont plutôt distendues ces dernières années, au fur et à mesure que les ambitions politiques de Charles Blé Goudé se sont affirmées, des ambitions présidentielles notamment. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce mardi sur A12. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.